Bien qu'il y ait cette crise dont j'ai parlé, Israël et les Israéliens tirent par rapport à l'ensemble du monde bien son épingle du jeu. Et comme chaque mercredi sur Studio Qualitas, c'est l'heure de retrouver notre chronique économique avec Daniel Guggenheim. Bonjour Daniel. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous, comme chaque mercredi, par téléphone, cette fois-ci, en raison de ce coronavirus. On va parler, bien entendu, des sujets économiques importants de cette semaine, et on va commencer par des chiffres qui sont plutôt surprenants concernant l'ouverture et la fermeture des affaires en Israël, et puis aussi sur la richesse des Israéliens. Oui, je voudrais dire en préambule, bien malgré les chiffres que je vais amener qui vont surprendre plus d'un, qu'il est clair qu'Israël est dans une crise économique et sociale très importante, qu'elle est en récession, on parle de 5% par an, mais encore dès que je dis ça, je dis aussi que c'est bien sûr c'est quelque chose de mondial. J'ai entendu hier l'économiste très connu et réputé Marc Toiti, qui disait qu'en France c'est moins 20% et qu'on est revenu en France à la richesse de 2000. Donc c'est une crise très très dure. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par chiffre surprenant pour les affaires? Il y a le fisc, il a ce qu'on appelle le ma'am en hébreu, c'est-à-dire en français valeur ajoutée, que lorsque on ouvre ou on ferme une affaire, qu'on soit indépendant, qu'on soit entreprise, ça passe par eux. Et alors ils ont dit la chose suivante. Ils ont donné hier des chiffres pendant la période du corona sur les ouvertures et les fermetures. Pendant la période du corona, ils ont fait de mars à septembre 2020, ils ont dit qu'il y a eu 55 000 affaires qui se sont ouvertes au Ma'am, donc au fisc. C'est vrai que l'année dernière, il y en avait 71 000, mais il y a quand même 55 000 nouvelles affaires. C'est dû, d'après les économistes qui ont analysé ça, il y a des secteurs qui ont profité, on pourrait dire, en parenthèse, du corona, c'est-à-dire tout ce qui est les envois de nourriture, tout ce qui est technologie de distance, et aussi des gens qui étaient salariés d'une entreprise ont décidé d'être indépendants. Voilà, c'était l'occasion pour eux de se lancer dans des... Voilà. Donc ça, c'est une chose. Ah, mais alors, est-ce qu'il y a eu des fermetures aussi, Daniel? Alors c'est justement, important. Qu'est-ce qui est très surprenant? C'est que il y a moins de fermetures maintenant que l'année dernière. Ils ont fait un chiffre encore, là ils ont fait de mai à août 2020, c'est ce que j'ai vu hier. Les fermetures cette année, c'est 19 000 à peu près de fermetures, alors que l'année dernière, il y en avait pour la même période 21 500. D'accord. Alors, de quoi c'est dû? C'est dû à deux choses, principalement. D'abord, parce qu'il y a des aides d'État qui sont données aux gens. Et donc, les entreprises, les affaires, les indépendants savent que tant que leur entreprise est ouverte, et ils ont beaucoup moins de charges maintenant, puisque l'Arnouna et tout ça, ils reçoivent par mois, suivant ce qu'ils ont, les dégâts qu'ils estiment avoir, une aide très importante de l'État. Et d'ailleurs, ils ont souvent plus de charges salariales et plus d'autres charges. Et donc, point de vue économique, c'est pas évident pour eux que ça soit la peine de fermer. Et deuxièmement, il y a aussi un problème bureaucratique. C'est fatigant et c'est pas évident de fermer une affaire en Israël. Il y a beaucoup de bureaucratie derrière. Oui, ils sont un peu paresseux, donc. Mais c'est comme paresse. Donc, mais c'est quand même moi-même, ça m'a surpris et ça a surpris les gens, mais il faut toujours juger sur les faits. Maintenant, encore une fois, aussi au point de vue de la richesse des Israéliens, il y a là une banque suisse qui s'appelle le Crédit Suisse, qui publie chaque année, elle l'a fait aussi hier, sûrement pour Qualita elle l'a fait, où elle a publié le classement des richesses dans tous les pays. Israël d'ailleurs est à la 30e place, point de vue de la richesse moyenne. Israël, on estime qu'un Israélien, ce qu'il a, quoi qu'il soit, ça peut être des comptes en banque, ça peut être l'appartement moins ce qu'il doit, c'est à peu près une moyenne de 773 000 shekels. Moi, je pense que c'est pas mal. Ça a à peine baissé de 2 000 shekels par rapport à l'année dernière. Donc ça aussi, c'est important. Il y a des millionnaires, qu'on appelle, ils ont dit qu'il y en a seulement 154 en moins. Il y a 157 000 millionnaires en Israël et il n'y en a que 154 en moins. Alors, il faut préciser, c'est des millionnaires en dollars. En dollars, oui, tout à fait. Et il y a 10 milliardaires d'ailleurs.
Mais tout ça prouve encore une fois que bien qu'il y ait cette crise dont j'ai parlé, Israël et les Israéliens tirent par rapport à l'ensemble du monde bien son épingle du jeu. D'accord. Alors, on va parler maintenant des décisions de la Banque d'Israël et des conséquences surtout de ces décisions, des conséquences économiques. Oui. Une fois par mois, à peu près, la Banque d'Israël, suivant la situation économique, prend des décisions concernant sa politique monétaire et sa politique d'aide ou pas au marché financier. Alors, la première mesure qu'elle a prise la semaine dernière, elle a dit qu'elle va acheter, en plus de ce qu'elle a commencé déjà à faire, pour 35 milliards de shkalim de obligations d'État. C'est-à-dire, la Banque d'Israël devient un acteur sur le marché financier, c'est plus vous ou moi seulement. Elle soutient de cette façon-là la dette de l'État aussi. D'ailleurs, je voudrais signaler que malgré tout ce qu'on a dit, la note de notation de l'État d'Israël n'a pas changé. Moody's a fait une nouvelle analyse, il a dit « Je maintiens Israël au même niveau que j'étais ». Maintenant, pour revenir à la Banque d'Israël, elle a donc décidé d'aider le gouvernement à pouvoir emprunter sur le marché financier puisqu'elle s'engage à acheter des obligations d'État qui déjà souvent ne donnent pas des grandes rémunérations pour ceux qui les achètent et ça également se donne de la confiance aux grandes institutions qui sont dans ce marché des obligations. Maintenant, la seconde chose qu'elle a fait, elle a décidé comme ça, et ça, plus d'un ont cligné de l'œil, on demande la chose suivante. Au lieu de baisser ce qu'on appelle le taux de la Banque d'Israël, sur lequel tous les emprunts en Israël, beaucoup en tout cas, des emprunts particuliers aux entreprises sont donnés par les banques, elle a dit ça, je ne baisse pas. Par contre, je vais donner aux banques des prêts, c'est la première fois qu'elle fait ça de son histoire, des prêts à taux négatifs. Moins 0,1%, je donne aux banques des prêts à rendre pendant 4 ans, à condition que la banque prête aux entreprises ou aux affaires petites et moyennes jusqu'à 3%. Alors que ça revient à 3% de ton intérêt. Donc les banques sont gagnantes dans ça. Voilà, et 10 milliards de shekels pour ça. Alors, au lieu de faire ça directement aux gens ou d'une certaine façon, elle a décidé de le donner aux banques. Premier résultat, les banques qui sont perdues près de 30% depuis le début de l'année ont repris à la bourse de quelques pourcentages ces derniers jours parce qu'ils ont dit c'est du bénéfice non escompté. Mais deuxièmement, on se serait attendu et ça aurait été mieux pour tout le marché des emprunteurs que la Banque d'Israël fasse ce qu'on appelle une appel d'offres en disant toutes les banques qui sont prêtes à donner à des taux les moins chers possibles aux gens, moi je donne ces moins 0,1%. Là, elle dit je permets jusqu'à 3%. Donc les banques vont profiter et ils vont aller jusqu'à 3%. C'est très important parce que des fois vous entendez dans les informations 5 milliards par là, 6 milliards par shekel par là pour ne pas rouvrir l'éducation. Mais il y a des fois des grosses sommes qui sont idiotement, je ne sais pas comment le mot dire, bêtement perdues pour l'épargnant israélien, pour l'Israélien lambda, parce qu'il y a une décision d'une institution comme la Banque d'Israël de ce genre. Elle a été très critiquée par les économistes et je pense que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé par là et pourquoi les gens, une chose pareille s'est passée. Alors, on va parler maintenant d'un rapport de la Cour des comptes sur le fisc pendant la période du Corona. Oui, je ne sais pas si vous avez été confronté au fisc pendant cette période. Apparemment, la Cour des comptes a reçu beaucoup de plaintes et a décidé de mettre son nez pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans cette période de Corona par rapport à comment le fisc s'est comporté. Alors, il a dit qu'en moyenne, il fallait, pour pouvoir parler au fisc, 2 heures d'attente au téléphone. Vous entendez ça, 2 heures d'attente. Et d'après les statistiques qu'ils ont fait, 62% des Israéliens qui voulaient avoir une demande par rapport au fisc ont été désespérés d'attendre ces 2 heures et n'ont pas fait leur demande. C'est quelque chose qui est très important et il faudrait que le service des fiscs, surtout quand on a eu affaire là à beaucoup particuliers, et c'est pas seulement des experts comptables ou des conseillers fiscaux qui se sont adressés à eux, devrait mettre un accent sur son problème de service pour répondre plus rapidement au téléphone. Ça, c'est une première chose qu'il a dit. Une deuxième chose qu'il a dit, et on en voit maintenant les conséquences.
on a parlé ici souvent d'argent qui a été donné par les impôts, soit aux indépendants, soit même aux particuliers, soit aux entreprises. Maintenant, le Cour des comptes dit, lorsqu'elle a donné son argent, ils n'ont pas fait attention du tout pour savoir si les gens qui devaient recevoir cet argent vraiment devaient le recevoir selon les critères qui avaient été adoptés par le gouvernement. Le résultat, c'est que maintenant, le fisc a envoyé hier plein de lettres aux indépendants disant finalement on a vu qu'on vous a donné trop à ce moment-là et les gens maintenant ils sont déjà endettés, il y a eu maintenant un deuxième confinement et ils reçoivent cette lettre-là et ils ont été très très en colère. Le chef des indépendants en Israël a écrit une lettre aux impôts, au chef des impôts pour dire que c'est pas une chose à faire, qu'ils auraient dû faire plus, qu'on peut pas maintenant redemander aux gens. Je pense, il faut trouver des bonnes choses à certaines choses, que peut-être les impôts, non seulement il y a eu la volonté de l'aller vite, mais même ils se sont dit, si après on est obligé de redemander de l'argent aux gens, il vaut mieux qu'ils aient cet argent parce que sinon ils vont craquer, tout le système économique va craquer. Donc c'est plus complexe à ce niveau-là. Alors, je dis 50-50. Voilà, alors très rapidement, pour terminer, oui. Daniel, on va terminer avec le démantèlement à grande échelle d'un réseau de fabrication de fausses garanties. Oui, dans cette chronique, j'essaie souvent d'avertir notre public devant des grandes escroqueries ou des choses qui peuvent leur arriver. Ouais. Lorsqu'il y a des appels d'offres en Israël, que ça soit, souvent c'est dans la construction, mais que ça peut être pour beaucoup de choses, les gens demandent à avoir des garanties, c'est-à-dire ce qu'on appelle en hébreu arvouyot. Mmh. Maintenant, la police a déclaré cette semaine qu'elle a démantelé un réseau. Et c'était un câblan d'ailleurs qui n'a pas démenti, un promoteur qui était à l'origine de ça, et il y a d'autres personnes avec lui qui ont fait un réseau entier de fausses garanties. C'est-à-dire, par exemple, ils allaient chez une grande boîte d'assurance et il y avait marqué dessus, voilà, la boîte d'assurance tel dit qu'elle est garante, que si jamais ça marche pas, alors elle payera, etc. Ils se sont rendus compte que c'était des fausses signatures parce qu'ils ont demandé aux compagnies d'assurance en question et qui ont démenti, qui ont dit que c'est pas eux. Il s'agit de millions et de millions de shekels. Je dis aux gens, faites très attention. Dès que vous avez dans votre affaire par rapport à un client, par rapport à quoi que ce soit, qu'on vous donne une arrivou, c'est-à-dire une garantie qui est signée, il faut aller chez la personne, immédiatement téléphoner à la personne qui est en bas, que ça soit un organisme financier ou une personne privée qui a donné cette caution, pour savoir si c'est bien lui qui l'avait fait. D'accord. Donc, il faut bien faire attention. Merci en tout cas, Daniel, de toutes ces explications. Et on se retrouve, bien entendu, la semaine prochaine pour une nouvelle chronique économique sur Studio Keltia. Bonne journée. Merci, au revoir. Voilà.